Salut à toutes, salut à tous, j'irai jouer chez vous. Aujourd'hui, on est en voiture, on s'éloigne enfin de la région parisienne et je suis avec Paul Gara qui conduit. Salut. Attention. Qui se concentre sur la route. On vient de faire un stream chez Pénélope, peut-être vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Et on rentre pour une soirée jeu chez toi ce soir. On va être 4, on va jouer à des bons jeux. Ligne éditoriale. Ligne éditoriale. Il nous reste quelques minutes en bagnole. On a passé le périph' qui était douloureux. On va boire des bières parce que tu es aussi une grande amatrice et connaisseuse de bière. Oui. Et puis on fera un petit tour de ta ludothèque. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le jeu de société moderne? Ça a été quoi le déclic? Tu t'en souviens? Alors, le jeu de société moderne, c'est plus dur à dire. Mais en fait, le jeu de société en général, moi j'étais fascinée enfant par les catalogues de jeux dans les catalogues de jeux et tout, par les boîtes de jeux de société toujours. Et en fait, ce qui m'a vraiment lancé, c'est pas vraiment le jeu de société, c'est parce qu'à 8 ans, ou je pense que c'est 8-9 ans, mes grands-parents m'ont offert Donjons et Dragons. Ah ouais. Pour mon anniversaire, pour la boîte rouge. Et des livres dont vous êtes, et des livres dont vous êtes le héros. Donc les livres dont vous êtes le héros, j'ai compris tout de suite en quoi ça consistait. Juste moi j'étais enfant unique d'un côté de ma famille, enfin du côté de ma mère. Enfin je vivais seule avec ma mère. J'avais pas de frères et sœurs, donc pour moi c'était extraordinaire. Et le jeu de rôle, quand j'ai compris ce que c'était un livre dont vous êtes le héros, mais avec vraiment à plusieurs, mais où on pouvait faire où tout est possible. À la limite du bouquin. J'ai trouvé ça vraiment. Et en plus, ça a dû coïncider à l'époque où j'ai lu Bilbo le Hobbit, tu vois. Donc tout est venu un peu à un moment. Et donc j'avais la fascination d'aller acheter des modules auxquels je pouvais pas jouer. J'avais genre 10 ans, tu vois. Donc j'ai fait jouer mes grands-parents, les pauvres, à Donjons et Dragons, copine en CM1 et ma grand-mère qui globalement comprenait rien à ce qu'on faisait mais qui super gentiment jouait quand même, quoi, tu vois. Ça explique mieux. Donc t'as un podcast, lepointdepaulgara.fr, où tu parles de jeux de société mais aussi de jeux de rôle. Vous avez une chronique régulière avec Dédé Schulz. Voilà, c'est ça, avec Dédé Schulz on fait une émission par mois, c'est toujours le dernier jeudi du mois où on fait l'émission consacrée aux jeux de rôle. Aujourd'hui je joue plus du tout, j'ai plus du tout envie de jouer à Donjons et Dragons, c'est horrible, on y a rejoué il y a pas longtemps et... C'est dépassé en fait quelque part. C'est pas ce qui me correspond, ça correspond plus à mes attentes. Moi j'aime beaucoup les jeux beaucoup plus libres en termes et avec peu de systèmes de règles où on fait beaucoup de co-construction, donc tous les systèmes plus narratifs et je trouve que dans le jeu de rôle indépendant, notamment le jeu de rôle indépendant français, t'as énormément de propositions qui permettent de jouer plein de trucs complètement fous et c'est des choses que j'ai découvert beaucoup plus récemment. J'adore l'appel de Cthulhu parce que j'adore l'univers, mais ces éditeurs-là, ces jeux de rôle-là, ils ont déjà pas besoin de publicité. Ils ont pignon sur rue. Moi, j'ai plutôt une audience jeux de société. Les genres de jeux de société qui s'intéressent pas du tout aux jeux de rôle, ils vont pas forcément s'intéresser aux jeux de rôle indé. Donc c'est ça que je trouve le plus cool. Et il y a plein de propositions extraordinaires en fait, de jeux pour jouer différemment. Et tu vois, on peut parler d'Alice is Missing qui en est aussi une incarnation qui a vachement fonctionné. Un jeu de rôle en réalité, mais qui a bien fonctionné au-delà de la sphère jeu de rôle. Oui, qui fait le pont qui a fait le pont, les deux univers. Dans le jeu de rôle, il y a évidemment, on retient souvent l'aspect thème, univers, etc. Et donc oui, est-ce que tu veux faire du medieval fantasy, du fantastique machin, mais c'est aussi une affaire de système, de comment les systèmes vont te faire ressentir des choses et chercher à épurer l'expérience, à pas te faire jeter tout le temps des brouettes de dés. Tu vas avoir des systèmes qui vont être vraiment axés sur le fait de simuler la réalité au plus proche. Où on va faire de la ligne de vue, tout ce genre de trucs. Et tu vas avoir des systèmes qui vont être très axés plus sur la narration et la co-construction, où l'idée ça va être plus de justifier par exemple tes réussites. Tu cherches une information, est-ce que tu pourrais le savoir? Si tu réussis, tu vas expliquer comment tu aurais pu avoir cette information et pas juste j'ai ouvert un livre et puis en fait j'ai jeté un dé pour le dire que j'avais réussi. Ça va être des systèmes qui vont être beaucoup plus axés là-dessus et on va construire ensemble. Donc on est vraiment dans la conversation, qui est une définition du jeu de rôle, c'est une conversation en réalité. Et là en fait il n'y a pas un maître ou une maîtresse de jeu qui est un peu tout puissant, qui a tout sous la main. On va tous construire ensemble et ça c'est des systèmes qui sont super intéressants. Parce qu'en plus, ils nécessitent beaucoup moins de préparation, ils nécessitent d'être très réactifs et réactives et dans l'écoute des autres. Mais c'est aussi des systèmes qui proposent d'autres expériences, quoi. Je sais pas si tu as déjà joué aussi à Pour la Reine.
Ouais, il fonctionne vraiment sur l'imaginaire, l'improvisation voilà. en fait. Mais qu'il y a quand même un système, puisque voilà, on a des cartes, on se les passe, on peut. Bon, les règles sont très light, mais il y a des règles, donc c'est pas que de la pure impro. Oui, tu pars d'une carte et t'as le point de départ et tu dois expliquer à partir exactement. de là. Tu fais pas un scénario, tu crées l'histoire ensemble, quoi. Donc moi, c'est vraiment ma porte d'entrée, c'était vraiment, je pense, le livre dont vous êtes le héros, jeu de rôle, qui sont un peu des classiques, hein, parce que moi j'ai été enfant dans les années 80 et ado dans les années 90. Et après je me souvenais d'être fascinée par les boîtes, tu sais, d'horreur à Arkham, donc c'était la première édition à l'époque. J'ai habité aussi pas loin de la boutique café jeu Oya dans le 13e. C'est là par exemple que j'ai acheté le Mystère à l'abbaye, Bruno Fedouti et Serge Laget. Moi j'étais fascinée par les boîtes, les couves, même moches quoi, enfin déjà, donc c'est assez marrant quoi. Du côté de mon père on était beaucoup de jeux de cartes, ça oui, alors ça des jeux de cartes mais plus traditionnels donc. Oui mais qui te donnent quand même le goût du jeu, de la communion, du moment passé ensemble, du geste aussi, il y a un truc dans le jeu de cartes, du geste. De j'abat ma carte et il se passe un truc et ça crée des émotions à partir de trucs très simples. Et puis forcément tu vois, j'ai eu Hero Quest, j'ai encore Orient Express, des vieilles boîtes comme ça, l'île infernale qui a été ressortie, qui était vraiment un jeu extraordinaire. Avec plein de défauts, hein, mais qui n'était pas encore ce qu'on appellerait du jeu de société moderne, toi, qui était encore plutôt à la frontière du jeu un peu, pour certains, mass market. Voilà, c'est des jeux que tu possèdes encore, il y en a que tu as alors mon île infernale d'origine, c'est mon père qui a gardé, il a jamais voulu nous le donner ni à mon frère ni à moi. Donc il doit avoir mes Cluedo d'origine, des trucs comme ça, j'ai dû garder, tu vois, donc... aussi active à plusieurs niveaux pour faire avancer idéologiquement le milieu du jeu de société. Je pense au prix Lizzie Maggie, d'une part, qui récompense non pas juste si un jeu est bon ou pas, mais aussi son caractère idéologique, progressif, son engagement. Voilà, c'est plutôt le fait que l'idée que le jeu peut être un divertissement, il n'est pas forcément que ça. Il peut aussi être engagé, et engagé c'est au sens assez large parce que ça peut être pour des raisons écologiques, des raisons de production, des raisons de propos, c'est vraiment politique au sens large, mais ça peut être aussi parce qu'il va explorer des sujets qui ne sont pas forcément explorés en principe dans le jeu de société. On va parler d'émotions, on va parler peut-être de la maladie, du deuil, du couple, qui ne sont pas les sujets de prédilection. Vikings, zombies, pirates. Donc ça va être un jeu qui va être un vrai jeu, donc tout ce qui est trop serious game ou parfois c'est pas mécaniquement, c'est pas tu t'éclates pas, ça sera pas non plus ça, donc il faut que ce soit un vrai jeu mais avec un propos et surtout qu'il y ait une cohérence entre le jeu et le propos qui est sous-entendu par le jeu. Donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai rejoint le jury. Puis alors il y a l'association Safe in Game. Oui, c'est une association qui est issue d'un collectif qui n'était pas forcément, qui n'avait pas une forme institutionnelle avant, qui était plus un collectif de fête, dont le but est de lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Alors quand on dit lutter, c'est l'objectif premier en réalité, c'est d'apporter du soutien aux victimes. Quand on parle de victimes, on peut parler de victimes d'agression, qu'elles relèvent du pénal, de crime ou de délit. Ça peut être aussi de la discrimination dans le cadre du travail, ça peut être de la violence psychologique, exactement. Ça peut être aussi quand tu es importuné en festival parce qu'on te demande ton numéro de téléphone, des remarques. L'idée c'est vraiment d'être là pour qu'on puisse partager sur ces expériences parce que comme comme tous les secteurs de la société, il y a pas le monde ludique il n'est pas épargné par ça. C'est pas moins, pas plus, c'est à l'image du reste de notre société. Et après, dans un second temps, c'est d'être aussi d'aider peut-être les institutionnels, ceux qui organisent les festivals, les associations ludiques, les éditeurs, tout ce qui est plus professionnel. Aussi à réfléchir ensemble sur comment essayer de prévenir les violences plutôt que de les guérir, d'être dans le soutien. Là c'est plutôt d'essayer de faire de la prévention. Quand on organise un festival, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que s'il y a un problème de ce type, il y a une personne par exemple, il y a un numéro ou quelqu'un qu'on peut contacter ou des gens qui sont repérables, à qui on peut aller voir. Voilà, ça c'est des exemples tout bêtes qui sont pas si durs à mettre en œuvre en réalité. Et auquel on ne pense pas forcément parce qu'on ne part pas du principe que quand on va organiser un festival, on va être confronté à ce genre de situation. On est arrivé chez toi,
on sirote une excellente bière, parce que tu es aussi passionné de bière. Ouais. D'IPA précisément. Ouais, IPA, NEIPA, des doubles et tout. Et notamment, je suis une grande fan d'une brasserie française, une petite brasserie qui s'appelle Pilly Brewin. Okay. Excellente, qui est à côté de Nancy, à côté de chez Dorine, barricadée. Donc à chaque fois je me dis, va dans cette brasserie, ramène-moi des bières. Il faut que tu y ailles absolument un jour, parce que vraiment ils font des bières excellentes et tout. Et c'est de la bière en canette, parce que moi j'ai appris que ça conservait en fait extrêmement bien la bière, la canette. Alors déjà, d'un point de vue écologique, c'est mieux que le verre en réalité. Et la qualité de conservation est bien meilleure en fait en canette qu'en bouteille. Ouais. Bon, les canettes, elles permettent aussi tout le côté un peu... créatif du packaging. Il y a beaucoup, ça joue beaucoup aussi sur le packaging. Hein, toutes les petites brasseries, elles travaillent beaucoup là-dessus. C'est vrai que c'est aussi quelque chose que tu remarques en fait quand tu vas dans les magasins chez les cavistes où ils ont beaucoup de choix, parce que ça s'est vraiment redéveloppé énormément toutes ces bières-là, les bières, ce qu'on appelle les bières craft un peu ou éphémères, parce qu'il y en a certaines tu les boiras plus jamais de ta vie en fait, ils les referont pas. Et il y a une application comme BG Stat. J'allais t'en parler. Voilà, qui s'appelle Untapped et qui est très pratique alors, parce que là pour le coup, quand tu goûtes les bières, en fait tu peux scanner les codes barres et puis ça t'enregistre ta bière, et c'est hyper utile après quand tu recherches pour savoir si tu avais aimé cette bière, parce que tu t'en souviens moins bien que les jeux en général. Les jeux, tu vois tes stats de bière bu. Voilà, c'est ça exactement, et tu gagnes des médailles à chaque fois que tu bois, donc c'est assez... Bon, c'est tout ce côté... Ah ouais, à ne pas mettre entre toutes les mains. Il a senti que c'était toi qu'il fallait éliminer. Encore? Et donc je peux me mettre ici ou je dois me mettre là? Ça marche, ouais. Mais là, c'est si tu prends la tuile, non? Quand la tuile sera faite, ouais. Tout est tendu dans le jeu, les ressources sont tendues, l'argent est tendu, enfin... Et le fait que la caravane elle tourne, ben t'as vraiment... C'est ça l'enfer en fait. À 4, c'est ça tue parce que tendu, il suffit qu'il y en ait un qui vienne bouger un truc et toi tu l'as dans l'os, tu retournes la carte, il y a une ressource en plus. Et pour le coup, j'ai eu un peu de chance sur le dernier parce que j'avais un sel. Ça faisait un ou deux tours là que t'aurais pu y aller avant, j'avais l'impression. 4 c'est un peu plus chaotique quand même. Il y a moins, t'as pas mais c'est intéressant, il y a une vraie tension sur ces ressources là qu'on veut absolument pas se refiler, là, c'est rigolo. Ouais, mais à Mythis, c'est le fait qu'on ait un pion en commun pour tous les joueurs. Ouais, qui est affreux. C'est ça qui crée vraiment la violence du... Ouais, c'est le... Parce que en fait, t'as aucun contrôle. Hein, tu fais des ouvertures aux autres, tu dois vraiment faire attention à qui, à quoi, et te dire, ok, bon, bah là j'ai le temps, j'attends. Là, quand j'ai plus le choix d'y aller, j'y vais. Mais des fois, c'est déjà un peu trop tard. Tony, il a pris et il t'a vu et ça t'a cassé. Ça m'a cassé toute la tempo. Ça t'a cassé la partie là, je pense. Je par terre. Mais en fait, moi, j'ai l'habitude d'y jouer à 2-3 où tu peux quand même un peu plus voir. Et bah, franchement, 4 c'est intéressant aussi, mais c'est juste, il y a plus d'infos à gérer, quoi. Ça reste un excellent jeu. Hein. Ça reste un jeu très agréable. Il n'y avait pas de surcouche inutile en fait. Bah, celui-là en plus, je trouve que celui-là ou Metropolis particulièrement, tu le ressens, quoi, le côté épuré. Après, c'est ce que tous les auteurs de jeux ils te disent, que le plus dur c'est pas de rajouter, c'est de retirer. Tout le monde sait le faire, d'ajouter des couches. Ouais, d'ajouter des couches inutiles en fait. C'est vraiment ça qui est le plus dur, hein, c'est de... Alors ça c'est le jeton bidule, le jeton machin. Ça c'est ton petit sachet.
ta ludothèque. Oui. Ouais. Donc il y a plutôt de fonctions aussi, parce qu'il y a aussi un piano. Ouais. Mais c'est aussi la salle de musique, mais bon, qui n'est pas ultra bien rangée. Parce qu'en fait, j'ai trop de jeux par rapport aux emplacements de rangement. Hein. Donc il y a des piles, et ça me chiffonne beaucoup, parce que je suis un peu contrôle fric, donc j'aime bien quand tout est bien rangé et tout. Il y a des moments là, j'ai abandonné. Est-ce que tu as en tête combien de jeux t'as à peu près? Je pense que si je vais sur BGG, je dois avoir plus de 1000 entrées renseignées. Ouais. Je sais que sur MyLudo, j'en ai 1300 et quelques, mais dans MyLudo, j'ai aussi mes bouquins de jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros. Mais je pense qu'en jeu pur, peut-être extension comprise, on est à 1000, mais après, il y a les fameux paquets de cartes de Horror Arkham le JCE qui comptent comme une unité à chaque fois, donc ça triche vachement. Donc ouais, t'as réfléchi à comment t'as rangé tout ça explique-nous un peu. Ouais, alors à la base, j'avais moins de jeux quand j'ai fait faire les meubles de rangement. Parce qu'il n'y avait pas de... Ah, c'est des meubles faits sur mesure? Ouais, par un menuisier et tout. Et donc en fait, on avait calculé à peu près les tailles de boîte, on avait pris les tailles un peu standards. Et donc vraiment, ça, c'est insupportable parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucune... Enfin, on arrive vite à avoir des formats improbables et voilà. Et puis en fait, le problème, c'est qu'il y en a eu de plus en plus, quoi. Et puis que j'ai du mal à me séparer des jeux, en fait. Je me dis toujours, mais peut-être que j'y rejouerai et tout, ce qui est pas vrai. Donc, il y a pas longtemps, j'ai réussi à faire un gros tri. Mais disons que après j'ai mis aussi des boîtes en façade parce que c'est vachement pratique de faire ça. Puis c'est pas désagréable visuellement, enfin voilà. Souvent c'est des boîtes un peu plus grosses et puis de jeux que je sais que je garderai de toute façon. En général, ceux qui sont vraiment bien rangés, c'est ceux auxquels que je tiens à garder. Il y a aussi dans les piles comme ça en vrac, souvent c'est aussi des jeux auxquels j'ai pas encore joué. Il y a la pile des jeux d'enquête à faire. Donc ça, alors là dedans j'ai un peu triché, j'ai récupéré de la place, mais alors ça c'est un peu tous les jeux narratifs, enquête et tout, sur lesquels je ne vis pas assez vite, quoi. Et puis allez, exit. Puis j'ai un peu le FOMO comme on dit aujourd'hui, tu vois, donc j'ai toujours peur de ne pas retrouver et tout. Ouais, quand tu vois un truc qui est bien, tu te dis bon, je l'achète maintenant et puis je le ferai. Ouais. J'ai enfin réussi à me débarrasser de mes boîtes d'exit vides. Voilà. Qui était vide, le jeu avait été fait et complètement détruit, donc n'était ni vendable, ni prêtable, ni rien. J'ai gardé les boîtes, je sais pas pourquoi, avec un aspect sentimental. Je me suis enfin décidé à les dégager parce que je me suis dit, il y a un moment, il faut être réaliste, ça ne sert strictement à rien. Et alors là, il y a des boîtes comme Two Death United, qui est un de mes jeux favoris, qui sont un peu trop grandes pour les cases, donc il a fallu, voilà. Ah ouais, du coup elles sont elles sont dans une autre case et là, je suis en train de voir pour refaire un pan de rangement, en fait. Ça me fait mal au cœur, en fait. Puis en fait, parfois, je regarde pas. Je regarde ça, je dis, je sais, c'est mal rangé, mais... Donc pas mal de jeux encore sous ces lots. Oui. Alors en plus, il y a des jeux auxquels j'ai joué avec d'autres personnes, avec leurs exemplaires, et le jeu me plaît, et du coup, je l'achète. Ouais. Et en fait, il se trouve que j'y rejoue pas avec mon exemplaire avant un certain temps, quoi. Ce qui est aussi un très, très mauvais move, puisque en fait, finalement, il suffit de rejouer avec la personne avec qui tu l'as joué la première fois. Oui, parce que dans l'épisode précédent, on était chez Pénélope qui avait le même problème, mais aussi pour des questions de recevoir des services presse. Oui. Parce que toi, tu non, j'ai très peu... Enfin, ça m'arrive pas du tout. En fait, à titre perso, pour le point de Peguera, pas du tout, puisque personne m'envoie de jeux et je refuse. Ça m'arrive de recevoir des jeux, mais c'est en service presse de Plateau Magazine. Ah oui, c'est vrai. Pas exactement la même chose, puisque c'est le magazine qui reçoit les jeux. Oui, tout à fait. Et ensuite, c'est le magazine qui décide de me l'envoyer. Ça fait combien de temps que t'écris pour Plateau maintenant? Là, ça fait 1 an et demi. En fait, ça fait depuis septembre 2023. Et ça fait aussi quelques chroniques de jeux et aussi un ou deux dossiers auxquels j'ai participé avec eux. Donc bon, là, l'année, elle a été assez chargée. Mais c'est une bonne expérience aussi de faire à l'écrit. Et puis voilà, mais c'est très... c'est anecdotique le service presse que je reçois. Derrière les boîtes en facing, il y a aussi d'autres jeux. Ouais, donc là, tu vois, si on enlève... Alors, j'ai essayé de ranger un peu avec un ordre. Là, par exemple, tu vois, on voit que c'est du yellow. Ok. Voilà. Donc devant c'est Dead Cells, mais oui, ça t'aide à retrouver quand même parce que il faut se souvenir. Mais je sais où tout est rangé par contre. Quand même dans l'ensemble je m'en sors bien. Donc là tu vois j'ai Chaos dans le Vieux Monde qui est un jeu que je tiens derrière, et on a du Matago, tu vois, on a Wingspan, Finspan, Williamspan, j'ai eu la bonne idée de les ranger ensemble. Big up à Etienne Mineur, grâce à qui j'ai récupéré Chaos dans le Vieux Monde. Un jeu assez rare, hein, un jeu de 2009, dans l'univers de Warhammer. Moi que j'ai bien aimé vraiment, en plus j'avais gagné quand la dernière fois qu'on y a joué, donc c'était assez cool. Et voilà, un jeu d'Eric Lang. Après t'as un jeu que je tiens aussi beaucoup et que j'ai eu du mal à trouver, qui est pas du tout extraordinaire,
qui est Les sorcières de Martin Wallace dans l'univers du Monde, parce qu'en fait j'ai une très bonne amie qui s'appelle Elodie, qui est fan de Terry Pratchett. On avait toujours dit qu'un jour on arriverait à y jouer, et en fait c'est un peu... on a un groupe de 4 et on fait des week-ends contre filles, on joue contre filles. C'est un petit peu un clin d'œil à nous 4 en fait, quand on y a joué ensemble à chaque fois et tout. Tu vois, Intrigue à Venise que j'ai dû avoir quand il est sorti, donc je devais avoir 8-9 ans. Orient Express, qui est un jeu d'enquête que j'adore, mon Hero Quest, qui est dans un état catastrophique. Alors en fait il était nickel, et puis mon fils a vachement joué avec, et c'est lui qui l'a bousillé, on peut le dire. Après j'ai aussi d'autres vieux jeux qui sont arrangés ailleurs, mais parce que ceux-là, enfin les Cluedo, les trucs comme ça, je les ai quand même gardés parce que je me voyais pas m'en séparer quoi. Joan of Arc aussi, j'avais fait le financement participatif, et à chaque fois on a refait le même scénario, parce qu'on n'y rejoue pas assez souvent, donc on se dit c'est dommage, mais en fait c'est quand même vachement bien. Il y a le coin des Istari ici. Oui, alors là il y en a pas mal à la suite, il y en a quelques-uns autres ailleurs, mais... là tu vois j'ai essayé, ça fait bien en plus, hein, ça fait chouette, c'est bien rangé, c'est bien... Je pense qu'on avait dû prendre le gabarit Istari pour faire cette case. Oui là pour le coup les formats de boîte sont cohérents. Ça c'est bien, voilà. Moi j'aime, les gens comme moi aiment ce genre de choses. Tu les as quasiment tous les Istari Je pense, parce que là il y a ceux-là, là j'ai Bombe, Mousquetaire, voilà, là il y en a un. Bon tu vois Serenissima je l'ai acheté, mais en fait j'ai jamais joué avec ma version. Bah, hier on a joué à Amnitis. T'as beaucoup râlé. Ouais, je râle énormément quand je joue, faut le savoir. Mais ça veut pas forcément dire que je suis vraiment en colère. C'est parce que je suis une râleuse professionnelle, je suis quelqu'un, mais c'est vraiment terrible, je suis impatiente et râleuse, ce qui est un peu dur. Mais parfois ça m'est déjà arrivé de m'excuser auprès des gens quand j'ai vraiment trop râlé au cours d'une partie. Surtout si je gagne à la fin, après avoir râlé en disant que j'allais perdre toute la partie. Voilà, là il y a pas mal aussi de Stefan Feld. Aléa. Ouais, les aléas de Stefan Feld. Bon là bien sûr il y a le Grand Austria Hotel. Voilà, je crois qu'il est dédicacé par Simone Luciani, mais c'est pas très lisible sur la... Il a écrit, mais c'est écrit un tout petit, on voit rien en fait. Du coup, il faut absolument que je vais lui demander de refaire. Thèbes et puis Timbuktu, donc des Queen Games, que j'ai vraiment... Ouais, t'étais fan de Thèbes? Ah, Thèbes, j'adore. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer Peter Prince il y a pas longtemps, par pur hasard, parce que j'étais à Vienne. J'avais rendez-vous avec Wolfgang Warsch, et puis on allait, en fait, il y avait une soirée, leur soirée proto, et ils ont exprès calé à la date pour que je puisse être présente. Et il me dit oui, alors il y aura aussi Peter Prince. Et là je lui dis mais le Peter Prince de Thèbes, il me dit oui, moi et Wolfgang Warsch me dit moi j'y ai jamais joué, il paraît que c'est bien. Je lui dis non mais oui, Thèbes c'est extraordinaire et tout, donc j'étais vraiment hyper heureuse de le rencontrer. Du coup on a joué à l'un de ses prodos qui va sortir à Essen. C'était super cool quoi. Et tu pars de plus en plus tu joins l'utile à l'agréable. Voilà exactement, là j'allais en vacances en famille, et en fait j'en ai profité pour envoyer des messages aux gens que je connaissais qui étaient sur Vienne. Il y aura deux émissions que j'ai faites enregistrer à Vienne, donc une avec Wolfgang Warsch, et une avec Arno Steinwender qui a gagné le Kinderspiel, et puis une personne qui s'appelle Anita Landgraf qui dirige la White Castle Games Agency à Vienne. Donc tu te retrouves à une soirée proto avec Alexander Pfister, Wolfgang Warsch et Peter Prince, tu te dis bon bah franchement j'ai passé des bonnes vacances, hein, pas besoin d'aller à Disneyland. Tu pars en Allemagne, tu vas aller à Montréal aussi dans ces idées-là, donc ouais c'est un... Peut-être à la Gen Con si je stresse pas trop, parce que les conditions d'accès aux États-Unis actuellement c'est un peu... on lit des trucs un peu effrayants, j'avoue. Oui, il y a une espèce de colonne de jeu, plus de plis, de cartes. Ouais, plus léger, tu vois. Ouais. Des piles par terre. Là, on en a encore. Avec, tu vois. Ouais, là aussi, des jeux un peu plus petit format. Les all-play. Ouais, beaucoup de all-play qui sont très bien, parce qu'ils font tous la même taille à ranger. C'est arrangé pour les. Voilà, c'est formidable. Donc là, c'est rangé. Souvent, c'est rangé quand même par gamme ou par gabarit de boîte, quoi. Là-haut, t'as tout ce qui est jeux plutôt d'enquête. Alors, les jeux d'enquête, souvent, je les vends. Mais il y en a que je garde parce que je les aime vraiment, ou alors parce que, par exemple, tu vois, sur celui-là, si j'arrive à l'attraper, tu vois, j'ai eu une dédicace donc, de Guillaume Montiage et Emmanuel Rosoy. Donc ça, forcément, tu as un attachement un peu différent. Ouais, il y a tous les Time Stories. Ouais. Moi j'adore le jeu, hein, malgré tous ses défauts. J'adore le jeu, je trouve vraiment... je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose de différent dans l'idée qu'on puisse faire de l'exploration avec des cartes. Je pense que ça a ouvert la voie à énormément de jeux derrière. Oui. Même s'il a des défauts mécaniques, même s'il y avait des choses imparfaites, je trouve que ça rend pas ça n'enlève pas toutes les qualités qu'il a. Et je trouve que pour le coup, les ambiances étaient beaucoup mieux restituées que dans beaucoup de jeux narratifs.
Et je vais essayer de te retrouver. Alors, c'est ma boîte de The Mind. Donc, elle a été dédicacée par Wolfgang Warsch. J'étais très très contente. Trop bien. Ouais, trop cool. Je suis pas une fanade des dédicaces en vrai, hein, je vous rassure. Non, mais quand c'est les personnes qui comptent pour toi. Ouais, ça fait toujours. Il y a un petit. Voilà, quand c'est des trucs un peu comme ça, un peu particuliers, ça fait plaisir quoi. Donc, puis ça te fait un petit souvenir particulier sur le jeu. J'ai aussi un jeu qu'on va jouer tout à l'heure, parce que je pense qu'il est pas trouvable en France. Ouais. Donc un jeu sur les émeutes fascistes en 1922, en août 22 à Parme, et la résistance de la ville avec les barricades, donc Una Vittoria Impossibilité, qui est un jeu notamment de Paolo Mori, et en plus c'est Paolo Mori qui me l'a offert, donc j'avoue que je peux le raconter. Voilà. Ouais, un jeu qu'il a auto-édité. Ouais, voilà, c'est ça, il y a très peu de tirages, de toute façon il n'existe qu'en italien. Je pense qu'il est trop introuvable ailleurs qu'en Italie. Bah, je lui en avais parlé un petit peu, puis il m'a dit ah, mais si tu veux, parce qu'on devait se voir à Cannes, là en 2025, il me dit est-ce que tu veux un exemplaire? Et là j'ai accepté franchement, parce que j'ai aucun moyen de le Oui, trouver. en plus, ouais, c'était super chouette quoi, enfin c'est vraiment un truc du coup que je tiens particulièrement, parce qu'il est introuvable, parce qu'il y a une histoire aussi... T'as des jeux aussi comme ça qui ont des histoires en fait sur comment tu les as eus, où tu les as achetés, où tu les as trouvés, qui te les a offerts... avec qui il a découvert le jeu, donc il n'y a pas que le jeu en lui-même, il y a tout ce qu'elle apporte. Qui sont là, les munitions, elles vont nous servir à nous attaquer les fascistes pour dégager des fascistes qui sont aux portes de la ville. On a des provisions, les provisions elles vont nous permettre de moduler nos jets de dés. Le petit pion là va avancer, si on arrive là on a perdu la partie. Donc il faut qu'on soit des barricades à un moment. C'est moi qui commencerai parce que je suis dans la case avec le plus petit numéro. Intéressant, alors que si je fais des provisions, j'ai un peu plus de chance. Ouais, bah c'est bien de faire des provisions pour ce stuffé. Bah, en fait, j'ai envie presque de partir avec lui. Si ouais. ça arrivait là, au moins on a un mec pour arrêter. Un mec pour nous défendre. Oui, mais non, parce qu'on en aura deux. Donc de toute façon, on perdrait nos ressources. Et donc, je vais dépenser 2 cartes pour lancer 2 dés. Et on va espérer faire au moins 5 pour avoir une ration. Allez! Allez! C'est pas mal. 6. Voilà, donc ça. Et je complète ma main. Je fais 14. Si je dépense une ration, ça nous fait 3 citoyens. Là, si ça fait 2, moi je peux me redéplacer avec des citoyens pour en mettre un peu partout, tu vois. C'est pas mal parce que comme ça, si ça attaque ici, pour l'instant, on est une ration. Donc je fais 9. Si je dépense le mec, je peux faire 2 munitions. On va pouvoir après se débarrasser de lui. Là, ils peuvent venir, les fascistes, on les attend. On va faire des provisions. On est dans une situation compliquée. Hein. On a trois fascistes à nos portes, là, qui nous ont bouffé toutes nos ressources. Ils nous ont tué nos citoyens, ils nous ont piqué nos munitions, ils nous ont mangé nos provisions. C'est l'heure est grave. Hein. C'est un jeu avec des dés, on a fait des mauvais jets de dés, mais bon, on a peut-être fait des mauvais choix. Moi aussi, voilà, c'est ça. Non, on a clairement pas eu beaucoup de chance. Non. On peut le dire quand même, mais c'est ça, les fascistes, hein, ils nous attaquent là là où ça fait mal. Là où ça fait mal, voilà. Donc je vais jouer mes 4 cartes, on y va. Si tu viens là, l'avantage, c'est vrai, c'est que moi, je pourrais utiliser tout de suite mes cartes d'attaque. Ah, enfin un lancer de dés correct. 19. Plus que correct, même. Il reste de l'espoir. Ouais, ce serait pas mal si j'arrivais à faire 15. On y croit? Oui, au moins virer 2, quoi. Sachant que t'as pas de provision. Je fais 9, 8 et 1, 9. Donc j'en viens un seul. Tu peux compléter ta main, il y a peut-être une attaque maintenant. Oui, bien sûr. Bien évidemment. En 2, c'est la merde. C'est la défaite. On a perdu. Ça s'accélère. Bon, là, ici, c'est rien passé, c'est ça qui est dingue. L'aléa est très fort, mais ça crée des émotions fortes, parce qu'effectivement, c'est assez thématique. Tu peux pas prévoir où vont attaquer les mecs. C'est pas rationnel, en fait. Oui, c'est ça. C'est des fascistes, ils sont, je sais pas, sanguinaires, ils sont bourrins, donc ils n'ont pas de tactique militaire. C'est pas, on va attaquer tous les fronts de la ville, c'est on bourrine, peut-être ils vont bourriner une porte. Exactement. Ils sont désordonnés, et donc on n'a pas. Et tu sens bien monter la tension d'un coup, quoi. Parce que d'un coup, tu te retrouves et tu te dis, mais en fait, là, ils sont 3. Genre, ajoutant, ils sont 4, ça va me faire avancer de 3. Non, j'ai trouvé ça très cool. C'est hyper simple. Joue des cartes, fais des lancers de dés en fonction. Très peu d'action, etc. Mais ça fonctionne très bien. C'est hyper fluide. Le thème est assez fort et bien rendu. J'aime bien le prêtre qui peut utiliser des citoyens comme munitions. Ça veut tout dire.
là, tout est rangé tout en haut. Alors, c'est pas forcément le plus accessible. Donc, quand on en parlait hier, t'as commencé avec Donjons et Dragons. Ouais, bah voilà, j'ai encore mes vieux... Ça, j'ai plus la boîte qu'elle a avec. Je dois avoir encore les dés. Ça, c'était la boîte que j'avais eue. Elle avait ces deux... c'était les 2 fascicules que j'avais. Donc tu vois, on voit que c'est encore... C'était pas Wizard of the Coast à l'époque, c'était TSR. Ouais, ils sont bien conservés. Hein. Ça va, bah, j'étais assez soigneuse. Et puis tu vois, j'avais moi j'adorais ça quand j'étais petite. C'était les modules comme ça. Donc ça, c'est un qu'on m'a offert pour mon anniversaire là, récemment. Un ami à moi qui m'a offert ça. Et puis, tu vois, celui à la secte masquée, que l'histoire, elle est vraiment bien. Parce que parfois, c'est pas oufissime. C'était très... Quand tu regardes dans celui-là, on en a rigolé avec des déchutes parce que quand on a discuté, enfin, tu vois, les textes encadrés, c'est ce que tu es censé lire, et puis après, tu as les explications. Et t'en as un truc, je sais plus, on a vraiment fait on a eu un fou rire, parce que c'est genre, vous levez le levier, il ne se passe rien. T'as un encart pour te dire ça, quoi. Bon, je pense que c'est plus de la nostalgie, je suis pas sûre que tu joues, enfin, je pense qu'il faudrait beaucoup adapter, revoir pour que ce soit plus cool, quoi. Ah oui, c'est quoi, c'est les années 70 En France, c'est arrivé un peu plus tard, je pense, mais moi, je veux avoir les éditions de 85, 86, je dirais. Tu vois, tout 7ème mer, auquel je n'ai jamais joué de ma vie, parce que je voudrais y jouer avant d'être MJ, parce que je trouve le setup du jeu incroyable, et voilà. Donc là, c'est tout l'appel de Cthulhu. Ouais. Bon, il y a du Alenta, ça, la boîte, apparemment, elle vaut une fortune. C'est la boîte de la V7, mais de sans détour qui a coulé. Ouais, tout à fait. Puisqu'il payait plus les licences à Chaosium, il payait plus les Chaosium, il payait plus les redevances de la licence. Donc c'est Edge qui l'a récupéré, puis aujourd'hui, sans détour, il y a eu tout ce qu'on a appris sur les malversations, les détournements, et puis j'ai plein aussi de petits jeux de rôle. Là, c'est plus les petits formats qui sont un peu plus indés, tu vois. Donc tu vas retrouver les jeux de Com Martin, Thomas Munier ou Melville. Là, c'est plus du jeu de rôle indé français. C'est joli ça, celui-là. Là. Ouais, très bon. Ouais. Ça, c'est le fameux Chronique d'un vampire millénaire que j'ai perdu, et Rémi m'a offert le sien pour me réconforter, c'est trop gentil. Tiens, ça, c'est le jeu qui a été fait par Peggy Chassenay. Ouais. Voilà. Que t'as interviewé. Voilà, et qui m'a dédicacé aussi. Voilà. Ouais. Donc trop cool. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Peggy en plus. Enfin voilà, on se connaît dans la vraie vie, donc pareil pour la Grive Noire de Milouche que j'ai interviewé aussi. Tu vois. Qui est très cool. Jeu de Avery Alder, qui est une game designeuse canadienne de jeux de rôle que j'aime vraiment beaucoup, qui est une personne assez fantastique. Puis là-haut, il y a tous les livres dont vous êtes le héros. Voilà, pour le coup, la plupart, c'est ceux de quand j'étais petite. Alors, il y en a qui ont été perdus dans la bataille, mais j'ai toujours mon sorcier de la montagne de feu de 8 ans. Et quand je l'ai refait il y a pas longtemps, j'avais fait le plan du labyrinthe. Et c'était cauchemardesque. Enfin, vraiment un cauchemar à faire. Un labyrinthe qui a traumatisé les générations. Ouais, exactement. Et c'était super dur. Et ceux qui sont très bons, c'est la série Sorcellerie, ultra dur, qui a l'inspiration de Dark Souls en fait. Ah ouais. Ouais. Le créateur de Dark Souls, si tu regardes la vidéo d'Al236 sur Dark Souls et tout sur le lore, c'est un truc dont il se revendique. Et même sur les visuels, ça se ressent un peu parce que les illustrations, elles sont vraiment très spécifiques des livres dont vous êtes le héros de cette époque-là. Je crois que c'est John Blanche, l'illustrateur, et tu retrouves un peu des choses que tu peux retrouver dans Dark Souls. Tu vois, j'ai aussi tout Ancient Grail que j'ai jamais fait parce qu'à chaque fois on en a dit tellement de mal que j'ose pas le faire. J'ai tout Everdell parce que je suis une fan d'Everdell. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop. Moi je suis pas fan du tout. Ouais. Moi j'aime vraiment beaucoup le jeu et donc en fait j'ai toutes les extensions. Et puis t'as Acquire là, un vieux jeu. Ouais, des années 60, 66 je dirais. De Sid Saxon. Ouais, qui a pas beaucoup vieilli, qui est toujours excellent, on peut toujours jouer avec grand plaisir, il n'y a pas de... Donc là c'est vraiment, on est même avant les jeux, ce qu'on appelle les jeux modernes. Qu'est-ce que j'ai dois avoir mon Mystère à l'abbaye que j'ai acheté, dont on parlait dans la voiture. Les Days of Wonder, ils doivent être par ici. Non, c'est pas ça. Ah oui, derrière des breaks. Tu vois, j'étais pas loin, j'ai entre 2 cases et tout. Ouais, là tu vois, j'ai Mystère à l'abbaye, Mystery Express aussi que j'adore, auquel je tiens beaucoup. D'ailleurs, il y a des petits points communs, en fait, il y a des petits systèmes que tu retrouves dans Mystery Express qui étaient dans Mystère à l'abbaye. Et pour la petite histoire, dans Mystery Express, il y a toute une... En fait, on va notamment devoir déterminer l'heure du crime. Pour le découvrir, c'est un truc d'observation.
Et je pense que tu as joué à Mia London. Ouais. Et en fait, Mia London reprend la mécanique de Mystery Express pour l'heure du crime. Parce que c'est Antoine Boza aussi. Ouais, c'est Antoine Boza pour Mystery Express avec Serge Lagel. Des vrais que j'ai acheté en anglais. Parce que en anglais, il y a les QR codes que Asmodée n'a pas daigné faire figurer, même pour envoyer un site anglais. Parce que tu comprends, ça coûtait cher de traduire, ça aurait fait beaucoup plus cher pour les joueurs et ils pensent tellement à notre porte-monnaie, bien sûr, qu'ils foutage de gueule. Donc j'ai refusé de l'acheter en français, en fait. J'aurais aimé te montrer le Kickstarter de Darkest Dungeon, mais je ne peux pas, je ne pourrai jamais, je n'aurai jamais. Ouais, j'adorais le jeu vidéo, en fait. Hein. J'aurais peut-être que le jeu était pas bien, et j'aurais peut-être même jamais joué au jeu, mais c'était vraiment que pour le jeu vidéo. Enfin, le côté un peu fanservice, j'avoue. T'as eu une déception comme ça avec Skyrim aussi, non? Alors Skyrim, bon, je savais que le jeu serait pas bien. J'adore le jeu vidéo, oui, c'est vraiment mon jeu vidéo préféré. Parce que je l'ai fait dans des très bonnes conditions à un moment de ma vie où j'avais vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo et de vraiment faire tout. J'ai acheté donc le coop parce que je me suis dit voilà, on va quand même le faire. Le premier scénario est pas mal et puis après en fait tu te dis que le jeu n'a pas dû être testé, c'est pas possible parce que les combats deviennent laborieux, enfin c'est affreux et tout. Même à la fin tu passes en fait, faut avancer dans l'histoire et c'est même pas très bien, enfin c'est pas très bien écrit. Oui, ça te restitue vaguement l'ambiance du jeu, mais c'est pas. Mais on m'a dit que celui qui s'appelle un autre, qui va sortir bientôt, je sais plus le titre. Psychotique. Elle se la déplace dans la zone la plus proche qui contient au moins une figurine, mais ça peut être aussi les autres joueurs et joueuses. Moi je peux me déplacer de 4. 1, 2, 3. Ouais, là ça me fait arriver que ici. Et troisième action, je viens sur ce portail. C'est le moment décisif. Vas-y. On a un peu de chance. Ah c'est bon, il avance pas tout de suite. On a un tout petit peu de chance. On peut la savourer. Ça nous change des fascistes. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas des grands anciens que les fascistes, finalement? Il lui restait 3 points de vie. Victoire! On a tué Yogg-Sothoth. C'était cool? Ouais. C'était rigolo. C'est rigolo, hein. Et je pense qu'à un moment, on a dû oublier des petits trucs, mais il y a toujours un moment où ça arrive. Quand t'es pris dans le flow du truc. Tu vois, en termes de règles, pour un dungeon crawler, c'est quand même... oui, c'est très streamliné, ouais. Oui, t'avances, tu tapes. Oui, après, il faut y taper. Hein. Ouais, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais, mais le thème est fort, les figurines ont de la gueule. Non, c'est cool. Et au final, tu vois, c'est ça, 1h10 de partie. Ce qui est vachement raisonnable pour ce genre de format, quoi. C'est quoi qui fait que t'aimes ce jeu, toi? Je pense que c'est vraiment le côté pulp, en fait. Le côté où t'es... En fait, tout le sel du jeu, il est sur le fait que tu deviennes de plus en plus fou, ou de plus en plus folle, mais qu'en même temps, ça te rend de plus en plus puissant. Et que quand tu gères bien tes améliorations, en fait, c'est vraiment de l'amélioration de compétences. Ouais. Hein, c'est vraiment, comme tu peux avoir dans des jeux vidéo, en fait, tu retrouves vraiment ces sensations-là. Et que c'est rigolo, que plus t'es proche de la mort, plus tu tapes fort. Ouais, à ce point de bascule où tu t'as envie d'être fou, en fait, t'as besoin d'être fou pour être plus puissant. Et à un moment, il faut que t'arrives à ralentir, mais il y a des moments où tu t'emportes. Et puis là, on a pas mal géré, mais moi j'ai fait beaucoup de parties où tu finis vraiment sur le fil. Moi j'ai fait aussi des parties où on était à 5, on est 4 à être morts, et c'est sur le dernier tour que le 5e ou la 5e parvient à faire un super jet, et donc t'as un côté très épique, et t'as vraiment une satisfaction qui est hyper forte. C'est hyper jouissif, et ça c'est aussi le côté pulp. Il y a un côté très transgressif aussi à faire ça, en fait, à se dire bon, en fait on va buter les grands anciens, pourquoi pas, après tout. Et le fluff, il est hyper rigolo, il y a c'est beau, c'est de l'humour, et c'est pas lourdingue, il y a des petites touches d'humour qui sont assez marrantes, enfin vraiment qui sont assez subtiles. Bon, les figurines, en vrai, elles sont pas utiles, mais c'est vrai qu'elles sont jolies, quoi. Je suis toujours contente de le faire découvrir, parce que c'est pas forcément un genre de jeu, sauf si t'es ultra fan de ce genre-là, que tu vas acheter en blind, en fait. Non, ouais. Et puis il a l'air d'être un gros jeu, alors qu'en fait, finalement, mécaniquement, en termes de durée, c'est pas si... Dans les autres jeux de FFG, t'es vraiment dans la souffrance totale. Là, t'as le côté...
Même c'est une enfin c'est cathartique quoi de jouer. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Ouais, de jeter tes brouettes de dés. Ouais, voilà. Pourquoi le whisky c'est bon? Un, 2, 3. J'ai tout donné. Donc on vient de jouer à Tipperary, un petit jeu de placement de tuiles où on va tourner une roue avec une grande dextérité pour voir quelle tuile on va choper. On peut jouer à 5 simultanément parce qu'en fait chacun ramasse une des 2 tuiles, on a toujours un choix parmi 2 en fonction du village qu'on a. Ton blason. Et puis tu ajoutes ça dans ta zone de jeu, tu essayes de faire une zone de moutons, tu essayes de mettre les champs de blé à côté des distilleries, etc. Pour faire du whisky. Et c'est très plaisant. Ouais, c'est le genre de jeu qui est vraiment agréable, c'est du placement d'une. Il n'y a rien de révolutionnaire, on va pas se mentir. Hein. Je me surprends à trouver ça très plaisant, très agréable de placer ces petites tuiles. Et puis le jeu en simultané. Oui, en fait c'est ça aussi, je pense. Ouais. Et puis c'est joli, ça rend bien sur la table. Pour les... Mention spéciale aux petits... les petits barils, les petites de whisky sont vraiment mignons, quoi. Pour les amatrices de Poliomino, ça fait bien le taf. C'est une belle variante à patchwork et compagnie. Un beau tas de neige. Ouais, un beau tas de neige. Snow Air, un jeu où on a un tapis de flammes au départ de la partie. Puis on retourne progressivement ces flammes pour faire des cartes de neige qui vont les recouvrir. On s'est merdé sur la première, il faut arriver à prioriser l'ordre dans lequel on récupère les cartes pour dégager ce qu'il y a en dessous et avancer comme ça petit à petit. C'est très particulier dans les sensations. Oui, puis il n'y a pas vraiment de scoring. Oui, il n'y a pas vraiment de gagner ou perdre. C'est juste est-ce que tu vas être satisfait de... Et c'est très agréable, c'est très paisible de petit à petit recouvrir les flammes et puis après ne plus avoir que de la neige. En fait, c'est presque poétique, quoi. Tu vois, ce que tu fais, c'est un petit côté comme ça, un peu contemplatif même. Ouais, il faudrait se mettre une petite musique chill. Ouais. Bulgara, merci de ton accueil dans cette ludothèque incroyable, volumineuse, vertigineuse. Trop, oui, tu peux le dire. Je t'ai demandé ton top 3. Oui, j'aime quand même à peu près tous les jeux qui sont là, mais enfin, il y en a que j'aime, oui. Bon, après, il y a aussi des amours qui passent, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Si on le faisait 3, 2, 1, bon, je pense que 3 c'est Toulouse médaille, voilà, je pense que c'est pas une surprise. Auquel on vient de jouer, que tu m'as fait découvrir, qui prend de la place. Hein. Oui, qui prend de la place, mais réellement qui est pour moi dans les dungeon crawlers vraiment ce qu'il y a de mieux en termes mécaniques, en termes de comment tu te projettes dans le jeu, comment tu t'appropries le jeu, et puis voilà, c'est bien sûr faut avoir cette envie de foutre plein la gueule de Cthulhu. En fait, c'est vraiment il y a quelque chose de jouissif, de jouissif, de cathartique. Certes, tu vas finir par devenir puissant et tu peux rivaliser avec les grands anciens. Et voilà, moi j'ai fait beaucoup de parties quand même du jeu et beaucoup de parties assez épiques où on finit les derniers tours, enfin on est debout autour de la table à lancer nos brouettes de dés et on se dit on fait 10 dégâts avec Toulouse et c'est juste fantastique. Et les figurines sont très belles, même si en réalité elles sont totalement inutiles, mais elles sont assez bien faites. Bien sûr les phases de maintenance comme tous les jeux de ce type là, il y a des trucs que tu peux un peu louper, mais c'est pas du tout, t'as pas l'impression d'être passé à côté de ta partie comme ça peut arriver sur d'autres jeux. Bah, le numéro 2, alors il est hyper bien rangé donc il faudrait que j'aille le retrouver. C'est Détective, le jeu qui était sorti d'enquête chez Portal. Ignacy Trzewiczek pour la méca, et après le scénario, les scénarios sont pas les mêmes, hein. c'est pas lui qui a fait le scénario. La boîte d'origine avec les 5 scénarios qui suivent est vraiment extraordinaire, moi c'est mes meilleurs souvenirs de jeux d'enquête. Et je pense probablement parce que le scénario est vraiment super bien. C'est 5 histoires distinctes mais qui se suivent avec un fil conducteur. Moi j'ai eu des moments de révélation incroyables. C'est celui aussi où tu consultes des documents numériques, tu regardes des vidéos, etc. C'est comme t'as une sorte d'ordinateur, même si t'es vraiment la police, et qui ne prend pas trop de place
mais qui va te permettre de faire quelques vérifications et tout, et c'est vraiment nous les meilleurs voilà, les meilleurs moments qu'on ait vécu alors il faut pas les faire, faut pas faire 6 mois entre chaque scénario, sinon c'est vraiment dommage. Oui, pour comprendre le fil rouge. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'était vraiment la meilleure expérience en termes d'immersion et de sentiment de vraiment enquêter, et surtout t'as presque une impression de liberté, ce qui est faux puisque t'as un certain nombre de cartes, donc en réalité, mais quand tu commences l'enquête, tu sais pas exactement, t'as des pistes, mais tu sais pas exactement qui tu vas trouver, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, enfin voilà. Exceptionnel ce jeu là, enfin pour moi c'est vraiment, moi qui aime beaucoup les jeux d'enquête, c'est quand même le top du top de ce que j'ai vécu. Et moi mon jeu numéro 1, je pense que c'est pas une surprise, le Grand Austria Hotel que j'adore, qui a 10 ans cette année, puisqu'il est sorti en 2015 en vrai, pas chez nous mais voilà, donc ils ont déjà fait une Deluxe, ils vont pas en refaire mais une. Non, ils vont faire une anniversaire. Le jeu de Simone Luciani et Virginia Gilli, que j'adore, je sais pas. J'adore le jeu, je le trouve incroyablement simple en fait mécaniquement, puisque c'est du draft 2D. T'as ces incroyables cartes personnelles qui sont toutes différentes. C'est ça qui fait tout le sel du jeu en réalité. Et quand tu fais tes premières parties, tu le vois pas forcément que ça va avoir autant d'importance ces cartes personnelles. Et aucune partie ne ressemble à aucune autre. Enfin, il y a vraiment, quand on parle de la rejouabilité, c'est pas le fait que ce soit tu dois fermer des chambres bleues à la place des rouges qui change c'est que ce qui va vraiment faire le sel du jeu, c'est que même si, in fine, tu fais toujours pareil, tu nourris des mecs que tu vas mettre dans des chambres d'hôtel et tout, t'as jamais le sentiment de faire exactement la même chose, parce que tu vas faire preuve d'ingéniosité pour récupérer les bonnes ressources, tu vas devoir trouver comment t'en sortir. J'aime beaucoup le thème aussi. Et puis en plus il est illustré par Clemens Franz, que j'aime beaucoup. Il a fait quelques coups un peu moins réussis, mais ce que j'aime, souvent en plus il fait l'iconographie, et on peut dire que quand même en termes d'iconographie, Clemens Franz c'est assez incroyable, parce que tu as tout de suite compris les symboles sur les cartes. C'est un jeu moi que j'ai adoré à ma première partie, je sais pas combien j'en ai fait de parties. Après moi il faut savoir que je fais pas énormément de parties des jeux en général. Alors moi j'aime bien jouer à je préfère faire une partie de 1000 jeux que 1000 parties d'un jeu. Voilà, je suis de cette team-là. Mais j'ai toujours autant de plaisir à jouer. J'adore le faire découvrir, et je suis toujours triste de savoir qu'il n'a pas marché en fait. Que ce soit en France ou en Italie, enfin, il n'a pas marché à sa sortie. Et aujourd'hui, il a eu un peu une deuxième vie. Et puis il a une cote d'amour, et de fait, il est vendu parfois très cher d'occasion, et ça fait un peu mal au cœur. Voilà, c'était le top 3, qui a pas trop bougé en fait. Ouais, bah, quand tu développes vraiment un attachement à certains jeux, c'est difficile de les détrôner après. Ouais, voilà, surtout quand ils viennent attachés à des souvenirs, comme avec Détective, voir vraiment un affect personnel avec ta carte de Grande Austria, etc. Bah là, oui, parce qu'en plus j'ai déjà rencontré Simone Luciani, j'ai une carte à mon effigie. Pareil aussi, tout le dessin, j'ai rencontré Eric Lang. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a pu en discuter du jeu. C'est vrai que ça participe aussi quand t'as discuté du jeu, tu leur as expliqué pourquoi tu l'aimes. Mais en fait, ça paraît super bête, hein, ça fait un peu fangirl, mais en réalité non, parce qu'eux ils sont hyper, en général ils ont plaisir touchés, aussi, oui, quand t'expliques pourquoi ce que t'as aimé et tout, et pas juste de dire c'était chouette, mais tu montres aussi que ça te procure des émotions. Moi c'est des jeux les trois en fait dont on parle là, c'est des jeux qui me procurent toujours des émotions hyper fortes quand j'y joue, et c'est ça que en fait moi je joue vraiment pour ça, hein, pas pour gagner. Voilà, vraiment ce que j'ai envie, c'est d'avoir des émotions fortes, et puis d'avoir de la satisfaction à jouer, du plaisir en fait, juste du plaisir quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi cet épisode de J'irai jouer chez vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jouez bien par chez vous. Ciao. Ciao, merci.